Mise à jour avec Stéphanie Gendron. Un testament est l'expression des dernières volontés d'une personne. Plusieurs ignorent l'importance de le faire. On vulgarise toutes les informations en lien avec ce sujet avec Ariane Michaud. Elle est notaire chez Côté Ouellette Tivierge. Bonjour, Mme Michaud. Bonjour, Mme Gendron. Il existe plusieurs types de testaments chez vous, chez nous, signés par des témoins. Légalement, qu'en est-il des sortes de testaments qui existent? Il y en a trois. Un testament, d'abord, c'est un document qui est écrit. Donc, une preuve écrite, ça ne peut pas être de testament vidéo, ça ne peut pas être de testament verbal, ça nous prend un document écrit. Il y a trois formes qui sont reconnues dans le Code civil. Le testament holographe, qui est écrit par le testataire, il est signé. Il n'est pas obligé d'être daté. Donc, ça peut être un problème de preuve, puisque le testament qui est valide, c'est toujours le dernier. OK. Il y a le testament devant témoin. Donc, lui, il peut être écrit soit à l'ordinateur, soit par quelqu'un d'autre, à la main. Ce qui est important, c'est qu'il soit signé par deux témoins. Le troisième, c'est le testament notarié. Donc, lui, l'avantage, c'est qu'on a les conseils du notaire pour le rédiger. Et il y a aussi la conservation. Dans le fond, le testament notarié, lui, est conservé chez le notaire éternellement. Donc, si la personne perdait sa copie de testament, soit holographe ou devant témoin, bien, on n'en a plus d'autres, à moins qu'on en aurait fait des copies. Tandis que celui de chez le notaire, bien, puis on peut en remettre des copies puisqu'on a l'original dans la voûte. Donc, il y a vraiment, je vois une échelle en quelque sorte, la personne qui le fait ça, les témoins, le notaire. C'est sûr qu'il y a sûrement des avantages devant notaire, mais celui du milieu, qui est peut-être parfois le plus répandu, a une certaine valeur légale, ça c'est certain. Mais quels sont les avantages d'aller devant notaire? C'est que les testaments holographes et devant témoin, pour valoir au décès, il faut faire une procédure de vérification. Donc, il faut aller à la cour. Il faut retracer les témoins ou retracer une personne qui nous confirme que l'écriture de la personne, c'est bien celle-là. Et faire cette procédure-là, ça allonge le règlement de la succession et c'est des coûts supplémentaires. Tandis que le testament notarié, lui, on n'a pas besoin de le faire vérifier. Le simple fait qu'il est signé, ça fait partie du travail d'un notaire de s'assurer que la personne, c'est ses capacités et c'est ses volontés. Donc, parfois, souvent, les gens, ils font pour une question financière, mais finalement, ils vont payer au bout du compte. Exactement. C'est vraiment pas un avantage. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un testament? Qu'est-ce qu'il faut retrouver absolument? Absolument. En gros, c'est les dernières volontés du testateur. Donc, comment il voit la dévolution de ses biens. Aussi le liquidateur. Donc, la personne qui va régler la succession, c'est qui? Et on n'en nomme pas seulement un. S'il n'est pas disponible au moment du règlement de la succession, on nomme des remplaçants. Si la personne a des enfants mineurs, on nomme des tuteurs à ces enfants-là. Dans le fond, qui va s'occuper des enfants si les deux parents ne sont plus là? On peut aussi nommer une personne qu'on appelle soit le fiduciaire, qui va gérer l'argent des enfants. Parce qu'en vertu de la loi, à 18 ans, ils sont majeurs, donc ils reçoivent leur argent. Donc, le fiduciaire, lui, gère l'argent jusqu'à des périodes que les gens vont décider. Ça pourrait être 21 ans, 25 ans, 30 ans même. Combien ça coûte? Combien ça coûte? C'est la grande question. Ça dépend toujours du document qu'on fait. Il y a des testaments qui sont plus simples que d'autres. Lorsqu'il y a des clauses pour protéger les enfants, c'est un peu plus coûteux, mais la protection est plus grande. Dans le fond, pourquoi on veut protéger nos enfants? C'est qu'au Québec, lorsqu'un enfant hérite de plus de 25 000 le parent survivant ne peut pas gérer l'argent de cet enfant-là. On doit constituer un conseil de tutelle qui est formé par la famille. Donc là, le problème, des fois, des ex-conjoints, bien, l'ex-belle-famille doit faire partie de ce conseil-là. Et on doit rendre des comptes au curateur public. Donc, pour éviter tout ça, bien, on crée dans le testament ce qu'on appelle une fiducie, avec une personne qui est nommée pour gérer l'argent. Donc, ça peut varier de... Tout dépendant, puis je ne veux pas m'embarquer dans d'autres... Vous n'êtes pas là pour faire des prix, c'est sûr, mais... Dans le fond, je dirais peut-être entre 300 et, bon, tout dépendant si les gens viennent en couple, tout ça, ils font leur mandat code d'inaptitude avec ça. Ça influence là, sur le prix, là. Ça peut être aller de 300 à 800 peut-être, là, mais je ne sais pas non plus pour les autres bureaux, là, fait que... Quand est-ce que je dois le faire, mon testament? Quand mes enfants naissent? C'est souvent la priorité arrive là. C'est quand le meilleur moment? Bien, dès qu'on est majeur, on peut faire un testament. OK. Donc, il n'y a pas vraiment de bon ou moins bon moment. Moi, je me dis le plus rapidement possible. Et le testament, il est fait pour durer longtemps. Dans le fond, on nomme pas, par exemple, mon conjoint à défaut de tel enfant. Si un jour j'en ai un deuxième, je suis obligée de modifier mon testament. Donc, on nomme tout de suite les enfants en part égale. Donc, si vous en avez 1, 2, 3, 4, ils vont être inclus dans le règlement de la succession. Donc, on le modifie pas nécessairement dans le temps, à moins de vouloir changer quelque chose. Voilà. Donc, on conseille aux gens de le reviser aux 10 ans, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements qui se passent dans une décennie, soit des décès, des naissances, tout ça.
À combien estimez-vous le pourcentage de gens qui ont un testament, vous, bon, par rapport à l'aspect notarié, à combien on peut penser? Heureusement, le pourcentage est très fort. Je ne pourrais pas vous donner de chiffre exact, mais je vous dirais peut-être c'est 80 des successions qu'on règle à nos bureaux, du moins qu'on voit les gens passer qui ont un testament, là, heureusement. Un petit mot sur le mandat d'inaptitude. Ça, c'est quelque chose qu'on pense encore moins que le testament et pourtant, c'est important. Oui, bien, je vous dirais que de plus en plus, là, les gens font leur testament et de pair, ils font leur mandat en cas d'inaptitude. Ce document-là, ça sert dans le cas où les gens sont toujours vivants, mais qui sont plus capables de s'occuper de leur personne, de leurs biens. Donc, à ce moment-là, ils nomment un mandataire qui va faire ça à leur place. Si les gens n'ont pas de mandat en cas d'inaptitude et, par malchance, par exemple, il y a un accident de voiture et là, la personne n'est plus apte, elle ne peut plus nommer quelqu'un en qui elle a confiance. Donc, on revient un peu au même conseil de tutelle de tantôt, c'est-à-dire qu'on doit réunir la famille et ils doivent s'entendre pour nommer soit un curateur, un tuteur ou un conseiller à la personne qui est inapte. Et ils doivent former un conseil de 3 personnes, rendre des comptes au curateur public. Donc, pour éviter ça, mandat en cas d'inaptitude. Puis je me permets de vous demander, vous traitez avec des gens qui se mettent dans l'optique, qui vont décéder. C'est toujours, il y a des gens qui refusent de le faire. C'est très dur pour eux, mais c'est quand même des faits puis des chiffres. Ça ne doit pas être évident de gérer avec des personnes à ce niveau-là. Non, bien dans le fond, ça fait partie de mon travail. Donc, je prends ça, je discute avec ça. C'est aussi important de régler ça que régler autre chose. Là. Fait que moi, non, ça ne me dérange pas du tout. Madame Michaud, merci. Merci.